Comment les SDK rendent les applications plus smart? Alors je suis ravi d'accueillir ce matin 3 speakers de très haut niveau. Bruno Latapi, bonjour, directeur exécutif de la monétisation de 20 minutes. Olivier Martin, bonjour, Head of Mobile App chez Unity. Et Benjamin Fouquet, bonjour, cofondateur de Mon Petit Gazon. On va peut-être rapidement faire un premier tour de table avec une présentation rapide de 20 minutes par exemple, en quelques mots, en quelques chiffres, et peut-être une question aussi. Est-ce que vous êtes App First aujourd'hui? On est, bonjour à tous, merci de nous accueillir. On n'est pas App First, on est Mobile First. Ça a un petit changement, mais ça a son importance. C'est finalement le premier moyen aujourd'hui d'information de la marque 20 minutes devant le print et le desktop. Donc c'est un fait important. On est de plus en plus App First, on en parlera par la suite. Et aujourd'hui, rapidement, 20 minutes, c'est la 3e app derrière le Figaro, Le Monde. C'est 1 million de visiteurs uniques par mois. Un peu plus. 1 million, c'est 1 million en fait par mois. Et on se rend compte qu'au global, avec la partie web mobile, c'est pour ça qu'on fait des distinctions, on est environ à 11 millions par mois. On vous expliquera tout ce qu'on met en place sur la partie applicative. On voit une consommation qui est assez différente entre l'application et le web mobile. Donc le mobile, évidemment, on est mobile first et pas que app first. Et un grand groupe de presse qui était un capital norvégien et qui est maintenant un groupe de français, ainsi de suite. Exactement, c'est une idée finalement de Schibsted. On retrouve dans l'idée de Schibsted qui est aujourd'hui à 100% sur le Bon Coin, qui a créé l'idée de 20 minutes, le concept. Et le concept, en fait, c'est un peu lié aussi à aujourd'hui, c'est un concept de mobilité. Donc c'est consommer de l'information dans une logique de mobilité. On s'y retrouve plutôt bien aujourd'hui, et en effet, Schibsted est sorti du capital il y a maintenant 3-4 ans. West France y est depuis le début, et c'est le groupe Rossel, qui est un groupe média belge assez important en Belgique, qui est maintenant le 2e actionnaire à 50-50 avec West France. Merci. Donc à votre gauche, Olivier Martin, on disait Head of Mobile App de Mythique, une marque qui a maintenant un peu plus de 15 ans. Fondée en 2001. 2001. Ouais. Je vais reprendre la formule. Simon Sini, on s'en souvient. Exactement. Un pure player du web à l'origine. Voilà, qui a été racheté par les Américains de Match.com. Ouais, il y a un recoupement. En quelques mots, quelques chiffres alors aujourd'hui. En quelques chiffres. Alors, pour répondre à la question, je vais reprendre la même formule. On n'est pas App First aujourd'hui, on est vraiment Mobile First. On a 60% de nos inscriptions qui se font sur mobile, donc app et web mobile, et 70% des usages qui se font sur la partie mobile. Fondé en 2001 et rapprochement avec Match en 2014. Donc à l'origine, c'est un site plutôt franco-français qui s'est étendu petit à petit à l'Europe et qui aujourd'hui gère 5 marques sur 15 pays en Europe. Et une application, donc vous êtes le patron de l'application, qui pèse quoi dans cette audience? Qui pèse plusieurs millions de MAU. Monthly Active Users sur tout le service. D'accord, mais c'est pas une audience majoritaire pour l'instant dans l'audience globale du groupe, ça c'est plutôt une logique d'engagement, de clients fidélisés qui utilisent l'application. Exactement, donc c'est vraiment la distinction qu'on fait. On a beaucoup d'acquisitions qui se fait sur la partie web et beaucoup plus d'usage de gens qui sont inscrits et qui sont abonnés sur la partie applicative. Donc il y a vraiment un côté plus premium à fournir une application parce que on est plus engagé le temps d'utilisation du service, tout simplement. Et votre job de Head of Mobile App, c'est un pied dans le marketing et un pied dans la tech? Un gros pied dans la tech, plutôt. Au quotidien, je suis amené à gérer des équipes techniques, donc des développeurs iOS, Android, notamment. Alors, en relation avec le produit, mais moi je suis plutôt quelqu'un qui vient de la tech à l'origine. Très bien. Et à votre gauche, donc on disait Benjamin Fouquet, fondateur de Mon Petit Gazon, qui a passé un été très chargé, je crois, Benjamin, avec la Coupe du Monde. Oui, on rappelle l'activité de Mon Petit Gazon. Oui, il était très chargé, effectivement, à la Coupe du Monde. Mon Petit Gazon, c'était un jeu de foot. On est entre le gaming et app de sport. Vous parlez de fantasy. On parle de fantasy. Alors, fantasy, c'est un concept anglo-saxon pas encore très connu en France, mais le concept du jeu, c'est de pouvoir utiliser en gros les données des vrais joueurs de foot sur le terrain, les professionnels, et les utiliser dans le jeu. Donc nos utilisateurs peuvent acheter des joueurs de foot et s'ils jouent bien dans la vraie vie sur les terrains, eh ben, ils gagnent leur match de foot virtuel. Donc si j'ai Kylian Mbappé dans mon équipe en ce moment, je suis plutôt bien. D'accord. Donc un jeu social, une application. Alors comme mes confrères, on est mobile first, on n'est pas app only. On a 85% de notre trafic
qui est sur le mobile et l'application. Et on garde une partie de web parce qu'on a un comportement de mixeur chez nos utilisateurs qui utilisent à la fois la plateforme web pour plus de confort et beaucoup le mobile, notamment pendant les week-ends où l'action a lieu. Très bien. Alors on va parler donc, du coup des SDK. Bruno, peut-être une première question. Depuis quand est-ce que vous intégrez des SDK dans vos applications? Est-ce que vous savez combien vous en avez et quels sont les usages majoritaires de ces SDK? On a vu la typologie, c'est l'Analytics qui était le premier SDK déployé. On a la même typologie, c'est surtout les 3 premiers critères. On s'est arrêté au niveau de la localisation, puisque c'est quelque chose sur lequel on n'est pas allé. Depuis quand on les a intégrés? Finalement, depuis la naissance des applications. Le premier est évidemment la partie Analytics. Comme toujours chez 20 minutes, c'est avant tout de créer des services avec l'utilisateur au centre et après, si ça marche, d'essayer de le monétiser. Donc c'était beaucoup de SDK intégrés, alors beaucoup, j'entends, il y a aussi un problème sur les SDK, c'est que plus il y a de SDK... Alors on en parle un peu plus tard, mais aujourd'hui vous en avez combien? Aujourd'hui, en gros, on a une petite dizaine, majoritairement Analytics. On essaie de limiter au maximum la partie publicitaire. Ça, vous en avez eu plus auparavant? On en a eu plus auparavant. On parlait justement d'un exemple des lapins crétins où différentes applications pouvaient aller justement aspirer le contenu sans vraiment le savoir. Sans les citer, on en a peut-être eu, mais aujourd'hui on les a plus. Il y a vraiment un tri très sélectif sur l'univers applicatif. 20 minutes, il n'y a qu'une seule application, il n'y a qu'une seule marque. On ne peut pas se permettre finalement de la faire un petit peu à l'envers aux utilisateurs. Donc pardon, une dizaine de Analytics, un peu monétisation. Exactement, et évidemment réseaux sociaux comme beaucoup de monde, mais là aussi à faire bien attention. C'est majoritairement destiné finalement pour l'équipe rédac et le développement numérique, et dans un second temps sur la partie monétisation. D'accord. Et vous disiez, vous aviez historiquement plus de SDK, vous avez eu tendance un peu à réduire ce nombre. On en a eu un peu plus, et la RGPD, la e-privacy, finalement nous a aidé, je ne vais pas spoiler toutes les questions, mais elle nous a aidé à faire le tri. Un tri. En tout cas, ceux que vous avez conservés, vous êtes satisfaits de leur usage? On est très satisfaits. D'accord, vous pouvez mesurer évidemment, principalement, et monétiser vos applications. Olivier, également une question. Les SDK, c'est un vieux sujet pour votre application? C'est un vieux sujet aussi, effectivement. C'est à l'origine un sujet technique, j'ai envie de dire, au tout début, en 2010. Oui, parce qu'à la base, c'était quoi? C'était sur des crashs, par exemple? En général, c'est un outil qui est utilisé exactement pour les développeurs. Crash Critics, des choses comme ça? Exactement, suivi des crashs, suivi de la distribution bêta, enfin, c'est les premiers outils utilitaires. Parce qu'on rappelle SDK, Software Development Kit, donc c'est plutôt une problématique de développeur normalement. Oui, on va dire ça. Ensuite, quand l'usage a fait que les applications sont devenues beaucoup plus importantes, à partir de 2014, je dirais, où là, les applications ont été réintégrées à Mythic et refaites en propre avec nos équipes. Jusqu'à présent, au début, l'application était externalisée. En 2010, oui, parce que tous les efforts étaient concentrés sur le desktop. Et le mobile n'était pas très présent à l'époque. Et donc, ça a basculé entre 2010 et 2014. À ce moment-là, il y a un intérêt plus fort des autres services, on va dire. Les marketing qui ont commencé à... Le produit, exactement, l'acquisition, la sécurité, enfin un peu tout le monde. Et les premiers SDK, c'est d'Analytics, c'est comprendre ce que fait l'utilisateur, concrètement. Donc on a Google Analytics, un peu de social aussi qui est arrivé récemment. On a pas mal sur le sujet de l'engagement des push. Oui. Les cas à ce niveau-là. D'ailleurs, Bruno, vous n'avez pas parlé de la push notification, vous en avez aussi, j'imagine. Ouais. On a également la sécurité qui nous a demandé de rajouter des SDK. Donc on a des SDK pour faire des empreintes digitales des gens et repérer les fraudeurs. Parce que la problématique de la fraude sur les sites de dating, c'est un gros sujet. La partie reCAPTCHA aussi, donc pour capter tout ce qui est bot. ReCAPTCHA, oui, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais en oublier. Donc c'est quoi? C'est pareil, une dizaine de SDK dans votre application? Adjust pour la partie attribution. Gros sujet. Gros sujet, oui, parce que vous êtes aussi un gros annonceur. Exactement. Ouais. Je pense qu'on doit avoir à peu près une grosse dizaine de SDK en tout.
D'accord. Il y en a toujours eu une dizaine ou il y en avait un peu plus Il y en avait un peu plus, on a rationalisé. Vous aussi, vous aviez commencé à rationaliser. Ouais. D'accord. Et vous êtes globalement satisfait de ces SDK? Globalement satisfait. D'accord. S'il y a des réserves dont on va parler. Il y a toujours des petits couacs. Des petits couacs parfois. Benjamin, du coup, même question pour mon petit gazon. Oui. Donc une application, elle a quel âge l'application? L'application elle est assez jeune, elle a 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. 2 ans et demi. Donc nous, on est jeunes par rapport à mes confrères aussi, mais les SDK, on en a, bien sûr, forcément. La priorité pour nous, c'était les SDK nécessaires pour le bon fonctionnement de l'application. Donc on est passé par l'engagement avec les couches notification avec un SDK de notre prestataire OneSignal. Et puis ensuite sont venus la pub, SDK d'ad, SDK de monétisation qui fait partie de notre business model, et puis l'analytics est clé pour nous parce qu'aujourd'hui on n'a pas la force en interne pour développer notre propre solution de tracking, et le SDK Analytics fourni par les GAFA reste quand même efficace. Point sur étagère. Exactement, et donc du coup nous permet juste d'accélérer et de pouvoir mieux traquer nos users, nos comportements. D'accord, et vous êtes satisfait aussi? À date, satisfait. Donc, du coup, je compte une petite demi-douzaine, ça suffit? Ouais, 5-6, je pense, max. D'accord. Donc 2 fois moins que ouais, donc plus jeune. C'est ça viendra que temps. J'entendais Bruno dire qu'il n'avait pas pris de SDK de localisation. On a dans la salle quelques startups qui fournissent ce type de service. Pourquoi cette réserve? J'avais dit la même chose la dernière fois et ça n'a pas changé. Pourquoi cette réserve? Parce qu'on revient à cette logique de aujourd'hui 20 minutes, l'ADN de 20 minutes, c'est de mettre l'utilisateur au centre finalement des services. Oui, j'ai localisé. Hein. Et on remonte finalement ces informations puisque aujourd'hui les utilisateurs de l'app 20 minutes acceptent d'être géolocalisés parce que derrière il y a des services. Il y a des services de météo, il y a une multilocalisation de la marque 20 minutes, ce qui permet d'avoir des infos en fonction des villes. Donc finalement, on remonte toutes ces informations. En revanche, on n'a pas souhaité travailler avec des SDK de géolocalisation. Pourquoi? Parce qu'on ne souhaitait pas que ces données soient exploitées par d'autres acteurs que nous. Donc finalement, on traite. Vous êtes pas opposé au principe de la géolocalisation du mobile, mais vous souhaitez garder le contrôle de la data. Que sur 20 minutes, et c'est finalement assez logique, puisqu'on leur explique clairement qu'ils acceptent. Enfin, on essaie de plus en plus, et je pense que la RGPD, la privacy, aide beaucoup là-dessus, d'être beaucoup plus clair et d'expliquer concrètement ce qu'on fait des données et comment on va les utiliser. Du moment où ça reste dans l'écosystème de 20 minutes, c'est une sorte de pacte entre l'utilisateur et 20 minutes. Mais on essaie vraiment de limiter, puisque c'est le problème de l'applicatif, c'est que c'est un univers fermé, et qui dit fermé, il y a une zone de confiance finalement entre l'utilisateur et l'éditeur, et si on le perd, je pense que c'est des choses assez quand on perd un utilisateur sur l'applicatif, c'est très compliqué de le retrouver. Et on parle pas aussi des notes. Les notes, c'est un enjeu énorme pour n'importe quelle application. Donc on fait attention à tout ça, et encore une fois, on n'a qu'une seule application, on n'a qu'une seule marque, on est obligé de faire attention là-dessus. Et dans le passé, vous aviez déployé justement des SDK qui auraient pu générer des notations négatives? Non, jamais. Ça a toujours été une volonté. Encore une fois, pourquoi? Parce que je reviens à ça, mais c'est le plus important, c'est tout ce qui a été créé, développé, c'est pour l'utilisateur. C'est pas dans une logique business. Aujourd'hui, je m'occupe de la monétisation, mais finalement, ça se fait main dans la main avec l'éditeur pour trouver le juste milieu et pour pas justement dépasser cette zone qui est fragile. Et si on la dépasse, généralement, on perd l'utilisateur. Olivier, on connaît des services de rencontres qui sont basés sur la localisation. Tout à fait. Vous avez intégré ce type de brique à votre application? Alors on a essayé par le passé, et en fait c'est très difficile parce qu'on est il n'est pas branché. En fait, comme on a un service multiplateforme, il faut que ces services soient aussi disponibles sur le desktop et le web mobile, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Du coup, c'est pas très intéressant. Différentiel de fonctionnalité. C'est pas très intéressant pour nous. Et finalement, on va s'inscrire sur un site de rencontre, on sait à peu près dans quelle ville on habite. C'est pas quelque chose qui change tous les jours. Donc on n'a pas forcément de besoin particulier par rapport à la localisation aujourd'hui. D'accord, c'était plus une logique fonctionnelle, c'était pas lié à d'éventuels bad buzz sur ce type de techno. Non, pas du tout. D'accord. Benjamin, la question de la géolocalisation, ça s'est posé, parce que pour mieux monétiser votre application? Non, aujourd'hui on le fait pas. On ne demande pas de loc à nos users parce que sur la monétisation on pourrait, mais pas le besoin à date. Et sur la partie produit pur jeu, on n'a aucune raison de demander la géoloc à nos utilisateurs.
Et pour mettre du beurre dans les épinards, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'utilisateurs. Hein. Écoute, on a passé normalement la barre du million, Hein, c'est ça. Le million la semaine prochaine. Donc je me dis que c'est très courtisé par les régies externes, mais pour l'instant vous résistez. On résiste parce que c'est pas notre volonté de dépendre de la publicité. Enfin, on est plus sur un modèle freemium que sur un modèle monétisation. Donc pour l'instant, on préfère se concentrer sur un développement produit. Très bien, alors on a commencé effectivement à parler un petit peu de data, d'expérience utilisateur, de sécurité. Est-ce que les déploiements de ces SDK ont pu par le passé entraîner des tensions entre l'équipe marketing et l'équipe technique chez 20 minutes? Ça peut vite devenir un sujet complexe et épineux. Maintenant, en tout cas chez 20 minutes, nous on a la chance d'avoir un directeur du développement numérique. Il m'avait demandé de le dire, donc c'est filmé, c'est encore mieux. Ça s'appelle Mickaël Frouventou. Non, blague à part, c'est vraiment important où il a la casquette de l'éditeur et du développement numérique. Et en fait, on travaille main dans la main. Donc en fait, tout simplement, on a un comité numérique qui a lieu toutes les semaines où chacun parle de ses différents sujets et notamment des sujets de SDK, d'intégration. Et on fait finalement, il y a un cahier des charges qui doit respecter certaines métriques comme le poids. Le poids, les connexions avec d'autres utilisateurs. Rajouter un SDK, évidemment, ça augmente l'application. Exactement. Il y a un arbitrage qui est fait. Une multitude de critères, finalement, où on définit ensemble sur l'opportunité, sur le potentiel de gain de revenus qu'on pourra avoir en intégrant ce SDK, en tout cas pour la monétisation. Et mis bout à bout, on décide si oui ou non, ensemble, d'un commun accord, si on l'intègre ou pas. Ça se fait dans la bonne ambiance, il n'y a pas de problème. Maintenant, après, c'est des arbitrages difficiles. Renoncer à légèrement alourdir l'application, renoncer à quelques milliers d'euros. On renonce pour le bien de l'utilisateur. Donc finalement, l'idée est toujours trouver ce fameux point d'équilibre. Et à date, on l'a toujours trouvé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Olivier, vous me disiez que vous étiez plus tech que marketing. Il y a eu des tensions dans le passé avec les équipes chez Nitti? En fait, il faut voir que le choix d'un SDK, c'est généralement le choix d'une direction de marketing et qui est quelque part un peu vécu comme une intrusion par les développeurs. C'est un peu polémique. En fait, il est un peu subi. Ouais. Ils sont rarement dans le process de décision. Il y a des considérations techniques qui sont généralement pas prises en compte. Donc, il y a des considérations de poids, taille d'application, de crash. Parce que c'est une brique externe que vous ne maîtrisez pas, c'est une boîte noire, donc ça peut avoir un impact sur la stabilité de votre application. Depuis la synchronisation des mises à jour aussi, je crois quand même un slide montrer la potentialité du nombre de mises à jour, c'est en permanence. Tous les 2-3 jours, avec les différents versionning. Et plus on en intègre, et plus on a des mises à jour de SDK à faire. C'est un vrai casse-tête, et à chaque fois, il faut que les équipes techniques testent. Exactement. Et tester ces SDK, c'est très compliqué. Parce que ça vient souvent aussi avec un back-office qui est spécifique à l'éditeur, qui est généralement pas maîtrisé par les équipes techniques, qui est plutôt à la main des équipes marketing. Donc voilà, c'est une connaissance fonctionnelle et technique assez complexe, et il faut arriver à synchroniser tout ça. Et toutes les équipes techniques, généralement, ont leur roadmap produit sur lequel ils ont beaucoup d'engagement, il faut qu'ils avancent. Et ces mises à jour de SDK ou ces nouvelles fonctionnalités arrivent, mais ne sont pas forcément très bien anticipées. Donc c'est là où on peut y avoir des frictions. Alors des frictions, ça veut dire concrètement que l'équipe technique peut refuser une mise à jour de SDK si elle estime que c'est pas pertinent? Elle ne va pas refuser, elle va demander à prioriser entre les différentes demandes. C'est mieux dit, mais ça arrive à repousser certains déploiements. Oui, tout à fait, ça revient à ça. Mais après, s'il y a une mise à jour majeure du SDK parce qu'il y a une correction dessus qui fait que la stabilité de l'application va être meilleure, ils vont être très enclins à le faire. D'accord. Mais une nouvelle feature qui n'aura pas forcément, les a pas convaincus, sont prêts à temporiser quelques mois. Ils voient moins d'intérêt à court terme, même s'il y a un vrai intérêt pour l'entreprise à le faire. Donc il faut arriver à discuter avec les équipes techniques et à leur faire comprendre pourquoi est-ce que c'est important. Alors qu'est-ce qui peut arrondir un peu les angles avec une équipe technique? Est-ce qu'un code source ouvert, par exemple, c'est plus rassurant qu'un code fermé? Complètement, ça c'est un vrai argument pour les développeurs. Leur expliquer que le SDK il est ouvert, si jamais il y a le moindre problème, ils pourront aller voir ce qui se passe. Ils sont très friands de ce genre d'argument, clairement. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les rassurer? Ce qui est important aussi, c'est d'organiser des rencontres entre les développeurs des équipes techniques et les sachants techniques côté éditeur pour créer des ponts en fait dès qu'il y a un problème, pour être très réactif. Parce que c'est la vraie vie, il y a toujours des petits soucis, des petits accrochages. Bruno est très sensible à l'UX, effectivement, il en a beaucoup parlé, mais j'imagine que ce sont aussi les techniciens qui se voient comme les défenseurs un peu, les grands utilisateurs, et qui vont être très sensibles à ces questions. Complètement.
prends un développeur qui a passé des jours et des jours à faire une super animation pour le démarrage de son application, à qui on va dire maintenant il y a un gros layer de publicité au démarrage. Forcément, il y a toujours une petite tension qu'il va falloir gérer dans le management pour faire expliquer en quoi c'est important, il faut le faire. D'accord. Benjamin, la question s'est également posée, il y a eu des tensions entre les profils plus techniques et les profils plus marketing. Non, nous on a une petite structure, donc c'est beaucoup plus simple de faire passer nos modifs quand on a envie de les faire passer. Et encore une fois, on n'en sort pas 10 par jour des SDK, donc à chaque fois qu'il y en a un, il y a juste le brief à faire à l'équipe technique pour comprendre le besoin de l'installation de ce SDK qui est vite pigé et qui du coup est vite rentré dans le sprint pour que ça sorte le plus vite possible. Donc, pour nous, on n'a pas cette problématique de négociation par rapport à l'équipe technique, mais je pense que c'est dû à notre taille de structure aujourd'hui. Les conflits, ils ont essentiellement été au niveau de l'intégration de certains SDK par rapport à notre stack à nous. Aujourd'hui, nous, on utilise un plugin qui est Cordova, mais qui est en fait plus une WebView pour la partie application mobile. Et ça nous est arrivé d'avoir un conflit par rapport à ce stack-là et de demander à notre Presta de faire un changement pour que ça puisse s'adapter. Donc quand on a installé notre SDK pour Adin Cube, et là, c'est rentré en conflit avec le SDK d'AdMob pour des raisons parce que ça tape dans les mêmes librairies. Mais bon, voilà, ça n'a pas pris trop de temps pour la mise en place. D'accord, donc il y a des solutions. Est-ce qu'il y a une volonté dans un moment de rationaliser, on disait les SDK, en ayant peut-être des smart SDK qui fassent plusieurs fonctionnalités en une et qu'en gros il y ait de moins en moins de mise à jour? La question se pose chez Linux? La question, c'est un sujet vraiment technique et là ça sort un peu de mon giron, mais évidemment on revient sur ces enjeux de poids, de chargement et puis de limiter. En fait, moi il y a quelque chose de très important, c'est parler d'échange et de communication. On a peut-être trop tendance à dire, comme c'est assez technique l'intégration de SDK, c'est de favoriser au maximum les échanges entre les prestataires de SDK qu'on souhaite intégrer et les équipes techniques. C'est des choses qui se faisaient peu, en tout cas on essaie de le faire de plus en plus pour bien comprendre et justement pour ne pas dégrader tout le travail qui a été fait en amont. Pour un média par exemple qui doit désormais demander le consentement, pour un média qui veut faire de l'analytics, pour un média qui veut faire de la monétisation, est-ce qu'on ne pourrait pas à terme avoir une volonté de rationaliser comme le propose par exemple Smart avec une même technologie qui a priori répond à toutes les problématiques? On bosse avec Smart, évidemment, et c'est depuis longtemps, quasiment depuis le début. C'est évidemment des enjeux. Il y a des enjeux aussi, on n'en parle pas, mais là qui m'est cher, mais toute la partie header bidding, qui est aujourd'hui encore un peu, pas opaque, mais qui est encore un peu trop nouveau sur la partie applicative. Donc on rappelle, le header bidding, c'est ce principe qui permet à l'application de reprendre un peu le contrôle de la monétisation de ses inventaires en voyant le prix des enchères, alors qu'avant c'était un peu caché à côté des SP. Exactement. Donc du coup, l'idée, ça va être surtout, une fois qu'on aura peut-être avancé ce pas et que le marché sera un peu plus mature, de commencer à regarder concrètement comment on peut essayer de rationaliser les intégrations de SDK. Donc il y a cette volonté en tout cas, mais pour l'instant il y a relativement peu de solutions, c'est ça, qui sont sur le marché? On regarde, on fait quelques tests, mais encore une fois, l'univers applicatif et on ne peut pas faire n'importe quoi. Je ne dis pas qu'on fait n'importe quoi à côté, mais encore plus pour l'applicatif, on doit être vraiment très très rigoureux. Donc on attend qu'il y ait une forme de maturité sur le marché de l'applicatif sur ces sujets pour qu'on puisse avancer dessus. Vous n'avez pas envie de développer vous-même cette technologie? C'est forcément des questions, et là c'est des questions plus groupes. En fait, de plus en plus on voit beaucoup d'alliances, on s'est fortement rapproché de West France et de Russell dans des logiques technologiques. Donc évidemment aujourd'hui nos équipes techno, West France, Russell, 20 minutes, échangent de plus en plus entre elles, et on sait très bien que la clé aussi demain c'est d'avoir une maîtrise de la techno. Donc c'est des sujets qui pourquoi pas peuvent être envisagés sur les prochaines années. Olivier, une volonté vous êtes plus un profil annonceur, mais il y a aussi une volonté de rationaliser les fournisseurs de SDK, voire peut-être d'internaliser certains développements? On s'est posé la question, alors, il y a une volonté de rationaliser, oui dans l'absolu, mais il n'y a pas de projet particulier, on n'est pas dans cette démarche-là de manière très concrète. Volonté d'internaliser, non. Enfin, peut-être sur certaines briques bien spécifiques, mais c'est quand même un métier qui est différent du nôtre en fait. C'est pas notre métier, donc voilà. Peut-être
avoir une intégration plus light avec des web services, peut-être quelque chose qui est un peu moins intrusif sur la partie applicative. Les API. Mais, avec les API. Mais par contre, non, le refaire nous-mêmes, c'est pas quelque chose qui est envisagé aujourd'hui. Après, rationaliser entre app et web, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait une organisation qui était très plateforme, des équipes app, des équipes web, ce qui veut dire différentes équipes, différents outils. Donc on a une collection d'outils et on n'utilise pas les mêmes entre les différents mondes web et on va y venir juste après. Benjamin, donc j'entendais là, vous disiez que vous n'aviez pas forcément le même prestataire pour l'analytics et le prestataire pour la monétisation. Ouais. C'est un choix délibéré de séparer un peu ces non, mais on estime que chaque prestat a sa casquette et amène sa techno, et donc du coup il n'y a pas de raison de pouvoir rationaliser. Donc à chaque fois qu'on se pose la question de l'intégrer, c'est parce qu'on en a un besoin spécifique et qu'on n'a pas vraiment le choix. De ce qui est internalisé, c'est hors de question aujourd'hui parce que c'est pas notre priorité, qu'on n'a pas surtout la main pour le faire. Quoi. Oui, et puis développer une solution d'analytics ou de monétisation, c'est des années de développement. Comme il l'a dit, c'est un métier. Quoi. Enfin, nous, on est là pour développer un jeu, on n'est pas là pour développer une techno de tracking, même si on rêverait et qu'on préférait se passer des GAFA qui maîtrisent notre data, on préférait la garder chez nous, mais malheureusement... Après, il y a quelques années, on a vu un média français au féminin lancé sur notre serveur, qui s'appelle Smart, mais tout est possible. Olivier commence à en parler, la question de la coexistence de deux écosystèmes qui sont le web d'un côté, le web mobile d'un côté et le monde applicatif, avec parfois des briques spécifiques. Est-ce qu'il y a aussi chez 20 minutes une volonté de rationaliser ces fournisseurs, ces partenaires technologiques, avec finalement une même brique web service et une même brique SDK? La question pourrait se poser. La question peut se poser. Après, on se rend compte que c'est pas je reviens sur l'UX, mais c'est pas les mêmes modes de consommation entre le web mobile et l'applicatif. On est sur l'applicatif, il y a une forme de rendez-vous qui est installée avec l'utilisateur. Donc on voit que le temps passé est même plus élevé sur l'applicatif que sur le web mobile, à peu près 20%, 20-25% de plus sur l'applicatif versus le web mobile. Alors ça, vous pouvez le dire parce que vous avez un outil d'analytics sur les deux plateformes ou pas? On a des outils qui nous permettent de le dire. Maintenant, l'enjeu, il est pas de faire une synergie entre les deux, il est de continuer à travailler sur les deux leviers, comme on l'a fait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que n'importe quel éditeur va travailler différemment sur l'approche Facebook versus Twitter. C'est exactement la même finalement sur l'applicatif ou du web mobile. Mais typiquement, Twitter et Facebook seront votre partenaire social sur les deux plateformes web et applicatives. Exactement. Exactement. Après, c'est finalement, on se rend compte que le web mobile, il y a une émergence du web mobile principalement liée aux réseaux sociaux. Donc encore une fois, c'est bien. Le risque, c'est toujours d'être dépendant d'un des réseaux sociaux. Donc essayer de répartir au maximum ces volumes d'audience. L'applicatif, on revient dans cette logique je pense qu'aujourd'hui, quand on va sur mon petit gazon ou sur Mythique, il y a une volonté, il y a un service qui est retrouvé. C'est un moment fort, et ces deux axes, je pense qu'il ne faut pas faire de synergie entre les deux. Il faut continuer à travailler parallèlement sur ces deux leviers. Et nous, en tout cas, on a bien développé la brique web mobile, et on va développer de plus en plus cette brique applicative qui est très importante pour nous. Olivier, est-ce qu'il y a une volonté aussi de faire converger les outils, les briques web et les briques applicatives avec les mêmes prestataires? Non, pas forcément, pas tout de suite. On se base, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire on n'a pas les mêmes analyses en fonction des différents fronts, c'est difficile de comparer les comportements. Alors en réalité on se base beaucoup sur des chiffres qu'on a côté back-end, donc côté de notre système d'information, et c'est un peu là où est la vérité en fait dans les chiffres. On se base là-dessus, et ça nous permet de dire et d'analyser les comportements sur tous les canaux, sur tous les fronts. Donc finalement, que chaque plateforme ait son propre SDK et une autre vision un peu de ce que fait l'utilisateur, c'est pas fondamentalement dérangeant. En revanche, on s'est un peu réorganisé, moins par plateforme, plus par fonctionnalité, plus transverse, et c'est vrai que ça amène aussi une volonté de mesurer côté front la même chose sur les différentes plateformes, parce que les équipes ont changé, mais ça vient en plus. C'est des outils qu'on rajoute. Sur la push notification, par exemple, ce sera le même prestataire qui va vous accompagner sur les applications et maintenant sur les browsers. Alors c'est vrai qu'on a un prestataire qui nous propose ça sur les browsers, mais on n'a toujours pas implémenté, et c'est pas quelque chose qui est urgent. Non, c'est pas une évidence. Donc du coup, on a vraiment un prestataire d'engagement côté app sur les push notifs.
et qui n'est pas du tout présent sur la partie web. Mais c'est pas contradictoire de vouloir rationaliser un petit peu ses investissements dans les SDK et de maintenir des prestataires spécifiques à chaque écosystème? On n'est pas vraiment en train de rationaliser, on est en train de rajouter des nouveaux outils en plus de ceux existants. D'accord. Bon, il y aura peut-être un mouvement inverse dans quelques années, mais pas pour le moment. C'est ça. Benjamin, il y a une volonté de faire converger les outils parce que vous avez un petit peu d'audience aussi sur le web. Oui, alors nous on a une petite audience sur le web, mais on la conserve quand même et on continue de la maintenir et on continue d'avoir les SDK des deux côtés pour pouvoir faire nos actions. Après, la question pour nous qui se posera un jour, c'est la maintenance de cette partie web. Est-ce qu'on s'en passera ou est-ce qu'on tournera et on pivotera sur du mobile app only? Pas aujourd'hui, parce qu'on a besoin encore, nous, de cette maintenance des deux systèmes et des deux écosystèmes, parce que, on le voit, nos users passent du temps sur l'app, mais ont encore besoin de ce côté web et web mobile. Et si tous vos prestataires dans l'univers applicatif avaient un système pour fonctionner sur le web, ça serait plus simple? Ça serait plus simple, ouais, ça serait plus simple pour nous. Mais encore une fois, pareil, comme disait Olivier, nous, sur l'engagement, la push notif sur le web, c'est un truc qu'on n'a pas encore activé et pourtant, avec notre prestat actuel, on pourrait le faire, mais on n'a volontairement pas encore activé cette partie-là. Très bien, il est pratiquement 10h10, je vais demander à tous les trois un mot de conclusion. Bruno, la tapis, alors la question qu'il faut se poser, comment les SDK rendent les applications plus smart? Ce serait quoi le retour d'expérience de 20 minutes? Merci Léa. Comment elles rendent plus smart? Je vais rester un peu sur l'axe de comment elles rendent plus smart et plus fonctionnel finalement les services pour l'utilisateur, tout en à côté générant de la monétisation, enfin en pouvant les monétiser. Donc je suis d'accord, finalement c'est un peu ambigu aujourd'hui parce qu'on essaie de rationaliser une multitude de desktop, web mobile, applicatifs, mais l'applicatif reste vraiment à part entière. C'est un écosystème à part, fermé, puisque c'est l'univers applicatif, à la différence du web mobile. Donc je pense que le mieux c'est de travailler au plus près, en l'occurrence nous avec Smart, avec lequel ça se passe très bien depuis plusieurs années, et de trouver encore une fois ce point d'équilibre technique, éditeur et monétisation. Et si j'ai un mot finalement pour le hashtag, il est assez simple, ce que je disais au début, c'est mobile first, ce qui incarne vraiment 20 minutes depuis le début. Et voilà, en tout cas on y est. Je sais pas si c'est l'année du mobile. On va pas faire cette blague à chaque fois, mais en tout cas 20 minutes incarne vraiment le mobile et là on est plutôt content parce que tout se ressemble sur le mobile et on a plein de choses à faire et normalement les prochaines années vont être plutôt sympas. Très bien, on invite tout le monde à télécharger évidemment l'application 20 minutes immédiatement sur les stores et à mettre la meilleure note possible. Olivier également, un mot de conclusion. Alors les SDK, ils ont rendu l'application Mythic plus smart? Complètement, oui. Parce que quand on arrive à couper de la fraude facilement à cause des SDK, enfin grâce aux SDK, c'est fabuleux. C'est fabuleux. On a eu quelques attaques par le passé qu'on a complètement stoppées grâce à ces SDK. Donc on ne peut pas se passer de ces outils, néanmoins il faut faire preuve de mesures, de modération et bien dialoguer avec l'équipe technique. On ne peut pas s'en passer, on peut proposer la meilleure expérience utilisateur, mais ils nous permettent de comprendre mieux les utilisateurs et on ne pourrait pas faire des campagnes d'acquisition sans mesure de la performance de ces campagnes, c'est impossible. Donc c'est nécessaire. Même les équipes techniques sont convaincues de bien sûr. la pertinence de ces outils. Et bien sûr, il suffit de leur raconter que grâce à ça, on va pouvoir faire des vraies campagnes efficaces et avoir de plus en plus d'utilisateurs et offrir leurs services pour lesquels ils travaillent tous les jours à un plus grand nombre. Au final et ce que recherche l'équipe. Donc il y a un intérêt évident pour eux à les faire. D'accord. Est-ce qu'on invite tout le monde à s'inscrire à Mythic, même ceux qui sont mariés? Évidemment. Pour faire des rencontres. Ou en tout cas à leurs amis qui seraient encore célibataires. Merci à tout cas Olivier pour ce témoignage. Et Benjamin, un mot de conclusion. Alors les SDK ont rendu l'application Mon Petit Gazon plus smart? Alors l'application plus smart, pas forcément, mais ce qui nous a rendu nous plus smart, c'est-à-dire en gros poser des SDK, c'est pas magique, c'est pas ça qui va nous faire avancer, qui va nous permettre de pouvoir faire que l'appli et l'UX est plus performante. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait derrière. Et là, je dirais que le SDK nous apporte un peu de data, mais toute l'intelligence reste chez nous et dans notre back, et dans nos bases de données, et dans les events qu'on peut traquer et les triggers qu'on va déclencher derrière.
Très bien. Et là, en tout cas, on invite tout le monde, hommes et femmes, à télécharger l'application Mon Petit Gazon. Collègues, amis, est-ce que je peux passer un bon moment au travail ou entre amis le week-end, Mon Petit Gazon. D'accord. C'est quoi cette chèvre Alors la chèvre, ouais, ben, un délire, mais une chèvre parce que... ça rôde le gazon? Ouais, les joueurs de foot peuvent être des chèvres, Ah, et donc, du coup, effectivement, chacun a son petit groupe de chèvres. Vous avez changé de logo, Ouais. j'étais perdu sur Bien dit. l'application de cette chèvre. Merci en tout cas à tous les trois, on peut les applaudir. Puisqu'on est interactif à la Mobile Marketing Association, ceux qui ont un lecteur de QR code, notamment sur iOS et la caméra, vous pouvez tout de suite vous connecter à notre formulaire de satisfaction et mettre des notes bonnes ou mauvaises, des commentaires, selon tout oublier le SDK dans la cartographie, n'hésitez pas. On va rester quelques secondes, j'espère que ça marche. Alors, sur Android, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce qu'apparemment c'est pas natif dans la caméra. Il faut télécharger un lecteur de QR code. Il faut télécharger une application qui lit les QR codes. Donc voilà, si vous avez la flemme, vous le ferez la prochaine fois. Ceux qui ont un iPhone, vous pouvez le faire normalement immédiatement. J'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne? Ça fonctionne? Oui, non? Oui, ça fonctionne. Ça marche encore 3 secondes et je passe au slide suivant. C'est un slide important pour à nouveau remercier nos partenaires. Merci à nouveau à Smart, merci à Hauss qui nous accueille et merci à Mobile Actif qui a fait cette captation 360 grâce à sa caméra magique. Et je vais terminer pour vous dire qu'on a un gros rendez-vous le 6 décembre, c'est le Mobile Marketing Forum Paris, 6e édition, le 6 décembre. On a déjà beaucoup de partenaires, merci à IAS, Le Bon Coin, Augury, Single Spot, Mozoo, AppsFlyer de nous accompagner sur cet événement. Et on va prochainement ouvrir le site aux inscriptions. Si je ne dis pas de bêtises, il y a au moins 2 places par membre. Hein, Julie, je regarde Julie, 2 places par membre minimum. Et c'est ouvert à tous les marchands et à tous les annonceurs. Donc si vous avez des clients que vous voulez emmener au Mobile Marketing Forum, n'hésitez pas, on vous enverra des liens très prochainement pour vous inscrire. Et puis le dernier slide, juste pour vous dire, vous pouvez nous suivre sur le site, sur le blog, on reprend vos communiqués, vos offres d'emploi, vos événements, les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook et sur Scoopit. Merci à tous, je vous propose de boire un dernier café avant de nous quitter. Merci.